Juste avant de condamner la cuisinière pour vol, une fillette de 11 ans demande la parole et sort un téléphone portable. Ce que la fillette montre dans la salle d'audience fait lever toute la cour. L'air du tribunal était empreint de l'odeur du vieux bois et de la peur. Marguerite Dubois, 40 ans, se tenait devant le juge, les mains menottées et le cœur brisé. Elle portait la même robe grise qu'elle utilisait pour cuisiner, car on ne lui avait pas permis de se changer lors de son arrestation. Le juge Aurélien Leclerc la regardait du haut de son estrade, comme on observe un insecte avant de l'écraser. Marguerite Dubois, lut le juge d'une voix grave. Vous êtes accusée du vol d'un collier de diamants d'une valeur de 200 000 €, propriété de Madame Valentine Chevalier. Étant donné la gravité du délit et considérant que vous manquez de ressources économiques, de soutien juridique compétent et que vous avez un accès direct à la résidence de la victime, ce tribunal estime qu'il existe un risque élevé de fuite. Marguerite voulut parler, mais le nœud dans sa gorge l'en empêchait. Elle avait travaillé 12 ans dans cette maison. 12 ans à cuisiner, nettoyer, servir. 12 ans à garder un secret qui lui brûlait l'âme chaque nuit. Et maintenant, elle était là, accusée de vol par la même femme qui lui avait tout volé. La sentence préliminaire, poursuivit le juge, sera de 15 ans de prison ferme, sans possibilité de libération sous caution. Un murmure parcourut la salle. L'avocat de la défense, un jeune homme que l'État lui avait assigné 2 jours auparavant, ne leva même pas les yeux de ses dossiers. Il n'avait pas d'arguments, pas de preuves, pas d'espoir. Valentine Chevalier était assise au premier rang, vêtue de noir, comme si elle était la victime d'une tragédie. Elle pleurait avec élégance, essuyant ses larmes avec un mouchoir en soie. À ses côtés, son avocat, l'un des plus chers du pays, hochait la tête, satisfait. « Ce collier appartenait à ma mère », sanglota Valentine lorsqu'on lui donna la parole. « Il a une valeur sentimentale inestimable. Et cette femme à qui j'ai ouvert les portes de ma maison, me l'a volé. » Marguerite retrouva enfin sa voix. « Je n'ai rien volé », dit-elle fermement mais d'une voix tremblante. « Je suis innocente. » Le juge Leclerc l'interrompit d'un coup de marteau. « Silence, les preuves sont accablantes. Le collier a été trouvé parmi vos affaires, parce que quelqu'un l'a mis là. Vous accusez Madame Chevalier de mentir ?» Marguerite regarda directement Valentine. Pendant une seconde, les pleurs de la millionnaire s'arrêtèrent. Leurs regards se croisèrent et dans ce regard, Marguerite vit ce qu'elle avait toujours vu. De la pure haine, déguisée en élégance. « Oui », répondit Marguerite. « Elle ment. » Le juge esquissa à peine un sourire, comme si cette réponse était exactement ce qu'il attendait. Qu'il soit consigné que l'accusé diffame la victime. Cela aggrave sa situation. Marguerite sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Tout était arrangé. Le juge, le procès, la sentence, tout était une farce. Mais pourquoi? Pourquoi Valentine se donnait-elle tant de mal pour détruire une simple cuisinière? La réponse était assise dans la tribune du public, au 3e rang, observant tout avec des yeux écarquillés. Une fillette de 11 ans aux cheveux tressés, Camille, la fille de Valentine, ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. L'avocat de la défense se leva avec lassitude. Il s'appelait Antoine Moreau. Il avait 28 ans et c'était à peine son 5e dossier. Les 4 précédents, il les avait perdus. « Votre honneur, dit-il d'une voix incertaine, ma cliente soutient qu'elle est innocente. Nous sollicitons plus de temps pour réunir des preuves. » Le juge Leclerc ne le regarda même pas. La défense a eu suffisamment de temps. Le procès continue. « Mais, monsieur le juge, je n'ai été assigné à cette affaire qu'il y a 48 heures. Je n'ai pas pu. Vous remettez en question l'efficacité de ce tribunal, maître Moreau ?» Le jeune avocat déglutit. Il savait que contredire Aurélien Leclerc était un suicide professionnel. Le juge avait des contacts partout. Les avocats qui avaient osé le défier finissaient sans emploi, sans clients, sans avenir. « Non, votre honneur, je demande seulement un peu de considération. »« De la considération ?» répéta le juge avec sarcasme. « Madame Chevalier a trouvé le collier caché parmi les vêtements de l'accusé. Il y a des photographies, il y a des témoins du moment où le vol a été découvert. Qu'avez-vous besoin de plus, maître? Une confession signée de votre sang. » Quelques personnes dans la salle rirent. Marguerite ferma les yeux. Elle se rappela le moment exact où tout avait commencé à s'effondrer. 3 jours auparavant, elle était dans la cuisine à préparer le petit déjeuner. Œufs brouillés, fruits coupés, jus d'orange fraîchement pressé, comme d'habitude. Puis elle entendit les cris de Valentine. « Mon collier! Quelqu'un a volé mon collier !» Marguerite monta en courant. Elle trouva Valentine dans sa chambre, la boîte à bijoux ouverte et vide. Les employés se rassemblèrent dans le couloir. Le jardinier M. Bernard, la femme de ménage Madame Léa, le chauffeur M. Thierry. Tous étaient confus. « Personne ne quitte cette maison tant qu'il n'est pas retrouvé », ordonna Valentine. La police fut appelée. 2 officiers fouillèrent chaque pièce. Quand ils entrèrent dans la petite chambre de Marguerite, dans l'aile du personnel de service,
ils trouvèrent le collier enveloppé dans un chemisier à l'intérieur de l'armoire. « Je ne l'ai pas mis là », dit Marguerite. Mais personne ne l'écouta. Les policiers la menottèrent pendant que Valentine la désignait du doigt. « Voleuse, vipère, 12 ans que je te donne du travail et c'est ainsi que tu me rembourses. » Camille était dans les escaliers, observant tout avec une expression d'horreur. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Marguerite, la fillette vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Elle ne vit pas de culpabilité dans ce regard. Elle vit de la tristesse, une tristesse profonde et ancienne, comme si Marguerite attendait ce moment depuis des années. Le tribunal entrait dans sa 2e heure de session. L'avocat de Valentine, un homme aux cheveux gris nommé Maître Laurent Girard, se leva pour présenter les preuves. « Votre honneur, permettez-moi de montrer les photographies prises par les officiers au moment de la découverte. » Un écran s'alluma. Apparut l'image du collier de diamants brillant parmi les vêtements de Marguerite. Puis une autre photo, l'armoire ouverte. Puis une autre, le visage de Marguerite au moment de son arrestation, les larmes aux yeux. Comme peut l'observer le tribunal, continua Maître Girard. Il n'y a aucun doute sur la culpabilité. Le collier était en sa possession. L'accusé avait un accès illimité à la résidence, et si je puis ajouter, votre honneur, les registres montrent que Madame Dubois a des dettes considérables. Ce n'est pas vrai, cria Marguerite. Le juge frappa de son marteau. Une autre interruption, et je la ferai expulser de la salle. L'avocat Girard sourit. Selon les relevés bancaires, l'accusée doit 3 mois de loyer d'un petit appartement qu'elle entretient en dehors de la résidence Chevalier. Elle a également une dette hospitalière datant de 5 ans qu'elle n'a jamais fini de payer. Le mobile est clair, elle avait besoin d'argent. Marguerite serra les poings. Oui, elle avait des dettes. Qui n'en avait pas en gagnant le salaire misérable que Valentine lui payait? Mais jamais, même dans ses pires moments, elle n'aurait volé, et encore moins dans cette maison. Pas pour Valentine, pour Camille. De plus, ajouta Maître Girard, nous avons le témoignage de Madame Chevalier. Valentine se leva avec la grâce d'une actrice de telenovela. Marguerite a toujours été une femme réservée, commença-t-elle. Je n'ai jamais su grand-chose de sa vie. Je l'ai engagée il y a 12 ans parce qu'elle avait besoin de travail et que j'ai eu pitié. Mais avec le temps, j'ai remarqué des choses étranges. Parfois, je la trouvais dans des parties de la maison où elle n'avait rien à faire. Parfois, je la voyais regarder mes bijoux avec une expression avide. Mensonge, Marguerite ne put se retenir. Silence, ordonna le juge. Je lui ai ouvert les portes de mon foyer, continua Valentine, laissant tomber une larme parfaite. Je lui ai donné du travail quand personne d'autre ne l'aurait fait, et c'est ainsi qu'elle me paie, en me volant la seule chose qui me restait de ma mère. Le public murmura d'indignation. Certains regardaient Marguerite avec mépris, d'autres secouaient la tête. L'opinion était claire, elle était coupable. Mais au 3e rang, Camille ne regardait pas sa mère avec admiration, elle la regardait avec doute. Car 3 nuits auparavant, Camille avait vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu, quelque chose qu'elle ne comprenait pas entièrement, quelque chose qu'elle avait enregistré sur son téléphone, sans savoir pourquoi. Avant de poursuivre notre histoire, je voudrais adresser un salut très spécial à nos abonnés en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, au Luxembourg, ainsi que dans les pays du Maghreb et quelques pays africains francophones. De quelle partie du monde nous écoutez-vous? Commentez pour que je puisse vous saluer. Bénédiction à tous. Continuons l'histoire. Le juge Leclerc examina ces dossiers avec une fausse solennité. Tous dans la salle savaient que la sentence était déjà décidée, il ne restait plus qu'à la prononcer. Ayant entendu les témoignages et examiné les preuves, commença-t-il, ce tribunal déclare Marguerite Dubois coupable du délit de vol aggravé par abus de confiance. Marguerite sentit ses jambes fléchir. La sentence définitive sera de 15 ans de prison à la maison d'arrêt pour femmes de Versailles. La condamnée n'aura droit à aucune libération sous caution ni libération anticipée pendant les 10 premières années. Non, murmura Marguerite. Ce n'est pas possible. L'avocat Moreau baissa la tête, vaincu. Il n'essaya même pas de faire appel. Valentine porta son mouchoir à ses yeux, dissimulant un sourire. Le juge leva son marteau pour porter le coup final. Par conséquent, il est déclaré que les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement. Tout le monde se retourna. Une fillette entra en courant, portant encore son uniforme scolaire, et la tresse à moitié défaite. C'était Camille Chevalier. « Attendez !» cria-t-elle. « J'ai quelque chose à dire. » Le juge Leclerc fronça les sourcils. « Qui a laissé entrer cet enfant ? Garde, sortez-la immédiatement. »« Non !» Camille courut vers l'avant. « J'ai une preuve. Marguerite est innocente. » Le murmure dans la salle se transforma en brouhaha. Valentine se leva, pâle comme un linge. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu devrais être à l'école. Je me suis échappée, » répondit la fillette. « Parce que je savais qu'aujourd'hui, ils allaient la condamner, et je ne pouvais pas laisser ça arriver. » Le juge frappa de son marteau 1, 2, 3 fois. « Ordre, ordre dans la salle.
Cet enfant n'a pas l'autorisation d'être ici. Garde, j'ai une vidéo, cria Camille, sortant son téléphone de sa poche. Et tout le monde doit la voir. Le silence tomba comme une pierre. Valentine fit un pas vers sa fille avec une expression de fureur contenue. « Donne-moi ce téléphone tout de suite. »« Non, Camille, je te préviens. »« Non. » La fillette recula. « Je ne vais pas te laisser détruire Marguerite. Elle n'a rien fait de mal et j'ai la preuve. » Le juge Leclerc regarda Valentine. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Ce fut un instant bref, mais Marguerite le vit. Il y avait quelque chose entre eux, une complicité qui allait au-delà de ce procès. Le procureur, un homme d'âge mûr nommé Maître Guillaume Lefebvre, qui jusque-là était resté silencieux, se leva. « Votre honneur, je demande que la mineure soit autorisée à présenter sa preuve. Si elle est pertinente pour l'affaire, la Cour a l'obligation de la prendre en considération. » Le juge serra la mâchoire. « C'est hautement irrégulier. Condamner une personne innocente l'est aussi, » répondit le procureur. Le juge Leclerc regarda le procureur Lefebvre avec une irritation évidente. Il n'attendait aucune résistance de ce côté. Guillaume Lefebvre avait 20 ans d'expérience dans le système judiciaire et avait la réputation d'être un homme droit, difficile à intimider. Le juge avait commis l'erreur de le sous-estimer. « Procureur Lefebvre, » dit le juge, « cet enfant a 11 ans, elle ne peut pas être considérée comme un témoin valide. Je ne demande pas qu'elle témoigne, votre honneur. Je demande qu'une preuve matérielle qu'elle affirme posséder soit examinée. S'il s'agit d'une vidéo, elle peut être analysée indépendamment de l'âge de celui qui l'a enregistrée. » Valentine intervint d'une voix tremblante. « Votre honneur, ma fille est clairement perturbée. Elle a des problèmes émotionnels depuis que son père nous a abandonnés. Elle invente des choses. Elle a trop d'affection pour le personnel de maison. Je ne suis pas une menteuse, dit Camille avec fermeté. Et mon papa ne nous a pas abandonnés. C'est toi qui l'as forcé à partir. » Le murmure se fit de nouveau entendre. Le juge frappa de son marteau. « Silence !» Il se tourna vers Camille. « Enfant, c'est un tribunal, pas un cirque. Si tu as quelque chose à montrer, remets-le au procureur et il décidera si c'est pertinent. »« Non !» répondit Camille. « Je veux que tout le monde le voie maintenant. » L'avocat Girard, représentant de Valentine, s'approcha de l'estrade. « Votre honneur, c'est une perte de temps. La fillette a clairement été manipulée par l'accusé pour. »« Marguerite ne m'a pas manipulé !» cria Camille. « Elle ne sait même pas que j'ai cette vidéo. » Marguerite observait tout sans pouvoir y croire. Cette fillette, qu'elle avait vue grandir depuis qu'elle était bébé, risquait tout pour elle. Pourquoi ? Qu'avait vu Camille qui l'avait fait agir ainsi ? Le procureur Lefebvre s'approcha calmement de Camille. « Camille, n'est-ce pas ?» La fillette hocha la tête. « Peux-tu me dire ce que la vidéo montre ?» Elle montre qui a vraiment mis le collier dans la chambre de Marguerite. Le silence fut absolu. « Et quand as-tu enregistré cette vidéo ?» 3 nuits avant l'arrestation de Marguerite. Lefebvre se tourna vers le juge. « Votre honneur, cette information est potentiellement disculpatoire. Refuser de l'examiner serait une grave irrégularité procédurale. » Le juge Leclerc était acculé. S'il refusait, il serait exposé devant tout le tribunal. S'il acceptait, la vidéo pourrait tout ruiner. Il regarda Valentine. Elle était pâle, les lèvres serrées. « Très bien, » dit finalement le juge. « Rejetez la vidéo. Mais si cela s'avère être une farce, l'accusé fera face à des accusations supplémentaires pour manipulation de mineurs. » Camille marcha vers le centre de la salle, son téléphone levé. « Ce n'est pas une farce, » dit-elle. « C'est la vérité. » Le technicien du tribunal connecta le téléphone de Camille à l'écran principal. Pendant quelques secondes, tout resta noir. Puis apparut une image floue qui prit peu à peu forme. C'était un long couloir, à peine éclairé par la lumière venant d'une fenêtre. La caméra tremblait légèrement, signe que celui qui filmait était caché. Le compteur de temps affichait 2h47 du matin. Une porte s'ouvrit au fond du couloir. En sortit une silhouette enveloppée dans une robe de chambre en soie de couleur crème, Valentine Chevalier. Elle marchait sur la pointe des pieds, regardant des deux côtés comme quelqu'un qui craint d'être découvert. Dans la salle d'audience, personne ne respirait. Dans la vidéo, Valentine arriva jusqu'à une autre porte, celle de la chambre de Marguerite, dans l'aile du personnel de service. Elle l'ouvrit avec précaution. Elle entra. La caméra se déplaça, cherchant un meilleur angle et réussit à capter à travers l'espace de la porte entr'ouverte. Valentine était devant l'armoire de Marguerite. Elle sortit quelque chose de la poche de sa robe de chambre, quelque chose qui brillait même dans l'obscurité, le collier de diamants. Avec des mouvements précis, Valentine enveloppa le collier dans un chemisier et le cacha au fond de l'armoire. Puis elle ferma les portes, vérifia que tout était en place et sortit silencieusement de la pièce. Mais avant de partir, elle fit autre chose. Elle s'arrêta dans le couloir et murmura quelque chose. L'enregistrement captura ces mots avec clarté. « Cette femme ne peut pas rester dans cette maison. Elle en sait trop. » La vidéo se termina. Le silence dans le tribunal était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Marguerite avait les larmes aux yeux, non pas de tristesse,
mais de soulagement. Quelqu'un avait enfin vu la vérité. Valentine se leva, tremblante. Cette vidéo est fausse. Ma fille l'a manipulée. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Faux, dit le procureur Lefebvre. Madame Chevalier, on vous a clairement vu en train de planter le collier dans les affaires de l'accusé. Comment expliquez-vous cela? C'est un montage. Cet enfant a accès à la technologie. Elle aurait pu. Une fillette de 11 ans a fabriqué un deepfake de sa propre mère à 3 heures du matin? Lefebvre secoua la tête. C'est absurde et vous le savez. Le juge Leclerc frappa de son marteau avec force. Ordre. Cette vidéo nécessite une analyse forensique. Je déclare une suspension de 3 jours pendant que les experts déterminent son authenticité. Objection, cria Lefebvre. La vidéo est une preuve claire. Suspendre le procès maintenant serait dissimulé. J'ai dit suspension. Le juge se leva. Et un mot de plus, procureur, et je vous accuserai d'outrage. Lefebvre serra les poings, mais garda le silence. Il savait choisir ses batailles. Pendant que les gardes ramenaient Marguerite à sa cellule, Camille réussit à s'approcher suffisamment pour lui dire à l'oreille « Je vais te sortir de là, je te le promets ». La suspension de 3 jours ordonnée par le juge Leclerc n'était pas destinée à analyser la vidéo, mais à gagner du temps. Cette même nuit, Aurélien Leclerc conduisit sa voiture jusqu'à un quartier résidentiel exclusif en périphérie de la ville. Il s'arrêta devant une maison avec des grilles dorées et des jardins parfaits. Le domaine des Chevaliers. Valentine l'attendait dans le bureau, un verre de vin à la main, mais son expression n'était pas calme. Elle était celle d'une panique contrôlée. « Comment as-tu pu laisser cela arriver ?» lui dit-elle à peine il entra. Le procès était censé être réglé aujourd'hui. « C'est toi ?» Leclerc se servit un whisky du bar. « Qui as élevé cet enfant ? Comment est-il possible qu'elle t'ait enregistré sans que tu t'en rendes compte ? Je croyais qu'elle dormait. » Eh bien, visiblement, ce n'était pas le cas. Valentine se dirigea vers la fenêtre. Dehors, les lumières du jardin projetaient de longues ombres. « Nous devons faire quelque chose avec cette vidéo. Elle est déjà entre les mains du tribunal. Je ne peux pas la détruire sans éveiller les soupçons. Alors, discrédite-la. Trouve des experts qui diront qu'elle est fausse. » Leclerc secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Le procureur Lefebvre est un problème. Je ne peux pas l'acheter et je ne peux pas l'intimider. Il est intègre depuis 20 ans. Alors, trouve-lui quelque chose de sale. Tout le monde a quelque chose à cacher. » Le juge la regarda froidement. « Tiens, qui parle de cacher des choses. » Valentine se tourna vers lui. « Ne commence pas, Aurélien. Nous sommes ensemble dans cette affaire depuis 15 ans. Si je tombe, tu tombes avec moi. Je sais. C'est pourquoi je suis ici. » Ils se regardèrent en silence. Il y avait une longue histoire entre eux. Une histoire qui avait commencé bien avant que Richard Chevalier ne découvre la vérité. Une histoire de mensonges, d'ambition et de trahison. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas, » dit Leclerc. « Pourquoi maintenant ? Marguerite était dans cette maison depuis 12 ans sans causer de problème. Pourquoi as-tu décidé de te débarrasser d'elle précisément maintenant ?» Valentine mit du temps à répondre. « Parce que Camille est sur le point d'avoir 12 ans. Et qu'est-ce que cela a à voir ? Richard a laissé une fiducie avant de partir. Une fiducie au nom de sa fille biologique qui s'active lorsque la fillette a 12 ans. Je ne savais pas qu'elle existait avant il y a 2 mois, lorsque l'expert comptable a commis l'erreur de la mentionner. » Leclerc comprit immédiatement. Si Marguerite reste près de Camille et que quelqu'un commence à enquêter, ils découvriront que Camille n'est pas ma fille, compléta Valentine. Et tout ce que nous avons construit s'effondrera. Le juge termina son whisky d'un trait. Qui d'autre est au courant de cette fiducie ? Seulement l'expert comptable, mais il ne parlera pas. Nous lui faisons trop peur. Tu en es sûr ? Valentine sourit, mais il n'y avait aucune joie dans son geste. Les lâches sont toujours prévisibles. Le centre de détention pour femmes était un bâtiment gris avec de petites fenêtres et des murs tachés d'humidité. Marguerite partageait sa cellule avec 3 autres femmes qui la regardaient avec curiosité. Elle n'était pas le genre de personne qui arrivait normalement ici. « Qu'as-tu fait ?» lui demanda l'une d'elles, une femme âgée avec des cicatrices sur les bras. « Rien, je suis innocente. » La femme rit amèrement. « Nous le sommes toutes, ma chère. Bienvenue au club. » Marguerite s'assit sur la couchette inférieure et ferma les yeux. Elle pensa à Camille, à sa bravoure en entrant au tribunal, à sa voix ferme quand elle avait dit qu'elle allait la sortir de là. Mais elle pensa aussi au danger que courait cette fillette. Valentine n'était pas une femme qui pardonnait la trahison, pas même de sa propre fille, ou plutôt de la fille qu'elle avait volée, car c'était le secret que Marguerite avait gardé pendant 11 ans. Camille n'était pas la fille de Valentine, c'était sa fille à elle, de son sang, de son corps, la fillette qu'on lui avait arrachée des bras quand elle n'avait que 3 jours. Tout avait commencé avec Richard. Richard Chevalier était un homme différent de son épouse. Là où Valentine était froide, il était chaleureux. Là où elle manipulait, il cherchait la vérité. Quand Marguerite était venue travailler au domaine il y a 12 ans, ce n'était pas comme cuisinière, c'était comme administratrice. Richard l'avait embauchée parce qu'il avait vu en elle quelque chose qu'il admirait,
intelligence, dignité, honnêteté. Avec le temps, les nuits de travail se transformèrent en longues conversations. Les conversations se transformèrent en confiance, et la confiance en quelque chose de plus profond. Marguerite n'avait jamais voulu tomber amoureuse d'un homme marié, mais Richard lui raconta la vérité sur son mariage. Valentine ne l'aimait pas, elle l'avait choisi pour son argent, et quand il voulut divorcer, elle le menaça de détruire sa réputation, son entreprise, tout ce qu'il avait construit. Lorsque Marguerite tomba enceinte, Richard lui promit qu'il trouverait un moyen de quitter Valentine, qu'ils formeraient une famille ensemble, qu'il la protégerait, mais il ne put la protéger de rien. Valentine fut au courant une semaine après l'accouchement, et ce qui s'ensuivit fut un cauchemar que Marguerite revivait chaque nuit. Maintenant, assise dans cette cellule, elle se demandait si un jour elle aurait le courage de raconter toute la vérité à Camille, la vérité sur sa naissance, la vérité sur son père, la vérité sur pourquoi Marguerite avait supporté 12 ans d'humiliation juste pour pouvoir la voir grandir. La réponse à cette question dépendait de quelque chose que Marguerite ne contrôlait pas, survivre les prochains jours. Camille passa les 3 jours de la suspension enfermée dans sa chambre. Valentine lui avait retiré son téléphone, son ordinateur, et avait ordonné aux employés de ne pas lui parler. Le domaine était devenu sa prison, mais la fillette n'avait pas peur, elle était furieuse. Chaque nuit, elle entendait sa mère parler au téléphone dans le bureau. Elle ne pouvait pas entendre les mots complets, mais elle captait des fragments, contrôlait la situation, discréditer la vidéo. Cet enfant ne sait pas ce qu'elle a fait. La 3e nuit, Camille attendit que Valentine s'endorme. Puis elle se glissa dans le couloir jusqu'au bureau. La porte était fermée à clé, mais Camille connaissait une astuce que Marguerite lui avait enseignée des années auparavant. Le chambranle de la porte était vieux et cédait si l'on poussait au bon endroit. Elle entra dans le bureau et alluma la lampe de bureau. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais elle savait que sa mère cachait des choses. Elle l'avait toujours su. Elle fouilla les tiroirs. Factures, contrats, papiers ennuyeux. Mais dans le dernier tiroir, sous un faux dossier, elle trouva quelque chose de différent. C'étaient des photographies de sa mère avec un homme qui n'était pas son père. Un homme que Camille reconnut immédiatement, le juge Aurélien Leclerc. Ils étaient enlacés, s'embrassant dans ce qui semblait être un hôtel de luxe. La date au dos d'une photo indiquait qu'elle avait été prise il y a 15 ans, mais ce ne fut pas le plus choquant. Au fond du tiroir, il y avait un dossier avec des documents médicaux. Camille les lut sans tout comprendre, mais une phrase attira son attention. Diagnostic, infertilité irréversible. La patiente Valentine Chevalier ne peut concevoir d'enfant ni naturellement, ni par assistance médicale. Le cœur de Camille s'arrêta. Si sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant, alors, qui était-elle réellement? La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Valentine se tenait là, le visage défiguré par la fureur. « Qu'est-ce que tu fais ?» Camille leva les documents. « Qui suis-je, maman? D'où viens-je » Valentine traversa la pièce en 3 enjambées et lui arracha les papiers des mains. « Ce ne sont pas tes affaires. »« Bien sûr que si. Ces papiers disent que tu ne peux pas avoir d'enfant. »« Alors, qu'est-ce que je suis? Adopté? Volé ?» La gifle arriva si vite que Camille n'eut pas le temps de l'esquiver. « Ne dis plus jamais ça, » siffla Valentine. « Tu es à moi, tu comprends? À moi ?» Camille toucha sa joue brûlante. Les larmes jaillirent, non de douleur mais de rage. « Je découvrirai la vérité, » dit-elle. « Et quand je le ferai, tout le monde saura ce que tu es vraiment. » Valentine sourit froidement. « Nous verrons bien. » Le jour où le tribunal reprit, la tension était palpable. Les rangées de spectateurs étaient pleines. La presse attendait dehors avec caméras et micros. L'affaire de la cuisinière accusée de vol était devenue une nouvelle nationale grâce à la vidéo de Camille. Marguerite fut escortée depuis sa cellule, avec de nouvelles cernes, mais la même dignité que toujours. Lorsqu'elle entra dans la salle, elle chercha Camille du regard. Elle la trouva assise à côté d'une femme inconnue, une assistante sociale que le tribunal avait désignée pour superviser la mineure après qu'il eût été révélé que Valentine l'avait frappée. Valentine était à sa place habituelle, mais quelque chose avait changé. Elle ne pleurait plus, elle ne prétendait plus être la victime. Maintenant, elle regardait devant elle avec une expression de pierre, comme un général se préparant à une bataille qu'il pourrait perdre. Le juge Leclerc entra et tout le monde se leva. Il avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux. Les 3 jours de suspension ne lui avaient clairement pas apporté la paix. « La session du cas Chevalier contre Dubois est reprise », annonça-t-il. « Avant de continuer, je dois informer que l'analyse forensique de la vidéo présentée par la mineure Camille Chevalier est conclue. » Le silence était absolu. Les experts ont déterminé que, le juge fit une pause comme si les mots lui coûtaient, point que la vidéo est authentique, elle ne montre aucun signe de manipulation numérique. Un murmure parcourut la salle. Valentine ferma les yeux. Cependant, continua le juge en haussant la voix,
Cela ne signifie pas que l'accusée est innocente. La vidéo montre Madame Chevalier plaçant le collier, mais n'explique pas comment le collier est arrivé entre ses mains en premier lieu. Il est possible que l'accusé l'ait volé et que Madame Chevalier l'ait retrouvé par la suite. Objection! Le procureur Lefebvre se leva. Cette interprétation est absurde. Pourquoi la prétendue victime cacherait-elle le collier volé parmi les affaires de la voleuse au lieu de le remettre aux autorités? Silence! Le juge frappa de son marteau. Je ne tolérerai plus d'interruption. Mais Lefebvre ne s'arrêta pas. Votre honneur, j'ai de nouvelles informations pertinentes pour cette affaire. Des informations qui impliquent directement l'intégrité de ce processus judiciaire. Le juge Leclerc se tendit. De quoi parlez-vous? Je parle d'un conflit d'intérêts qui aurait dû vous obliger à vous récuser dès le début. Lefebvre sortit une enveloppe de sa mallette. J'ai la preuve que vous, votre honneur, entretenez une relation personnelle avec Madame Valentine Chevalier. Une relation qui a commencé il y a plus de 15 ans. Le chaos éclata dans la salle. Le juge Aurélien Leclerc frappa de son marteau tant de fois que le manche lui glissa des mains. La sueur coulait sur son front alors qu'il tentait de rétablir l'ordre dans une salle qui avait éclaté en murmures, cris et flashs des téléphones qui enregistraient tout. C'est une infamie. Rogit le juge. Procureur Lefebvre, je vous accuse formellement d'outrage. Vous pouvez m'accuser de ce que vous voulez, répondit Lefebvre calmement. Mais permettez-moi d'abord de présenter ces photographies. Lefebvre remit l'enveloppe à l'un des huissiers du tribunal, qui la porta jusqu'à l'estrade. Le juge Leclerc regarda l'enveloppe comme si elle contenait du poison. Je ne vais pas examiner des accusations infondées en pleine session. Alors, permettez que la cour en plein les examine. Les photographies commencèrent à circuler. C'étaient les mêmes que Camille avait trouvées dans le bureau de sa mère. Des images d'Aurélien Leclerc et Valentine Chevalier dans des situations intimes datant de 15 ans. Valentine se leva. Ces photos sont fausses. Ils utilisent ma fille pour fabriquer des preuves. Ces reçus bancaires sont-ils également faux? Lefebvre sortit un autre document. Des virements mensuels d'un compte au nom de Chevalier Entreprise vers un compte personnel du juge Leclerc. 15 ans de paiement. Pouvez-vous expliquer cela, votre honneur? Le visage de Leclerc était devenu rouge. Cette session est suspendue indéfiniment, déclara-t-il. Les gardes escortent le procureur hors du tribunal. Vous ne pouvez pas faire ça, cria quelqu'un du public. J'exige une récusation, cria l'avocat commis d'office de Marguerite, retrouvant enfin son courage. Le désordre était total. Marguerite observait tout depuis sa place, sans pouvoir croire ce qui se passait. Des années d'humiliation, de silence, d'avoir ravalé la douleur, et maintenant tout s'effondrait sous ses yeux. Mais quelque chose l'inquiétait. D'où le procureur avait-il tiré ces photographies? Qui les lui avait données? Un officier s'approcha du juge et lui parla à l'oreille. Leclerc pâlit encore plus. « Quoi ?» murmura-t-il. L'officier répéta quelque chose. Le juge s'effondra sur sa chaise. La cour supérieure a été notifiée, annonça l'officier à voix haute. Le juge Aurélien Leclerc est suspendu de ses fonctions pendant que les accusations de conflit d'intérêts sont examinées. Leclerc regarda Valentine. Elle lui rendit son regard et à ce moment-là, ils surent tous les deux que le château de mensonges qu'ils avaient construit pendant 15 ans commençait à s'effondrer. L'affaire fut transférée à la juge Claire Roussel, une femme de 60 ans, connue pour son intégrité inébranlable. Elle avait refusé des pots de vin, des menaces et des offres de promotion tout au long de sa carrière. Son seul intérêt était la justice. La première décision de la juge Roussel fut de libérer Marguerite sous caution pendant que les irrégularités de l'affaire précédente étaient examinées. Ce n'était pas un pardon, mais c'était une opportunité. Quand Marguerite sortit de prison cet après-midi-là, Camille l'attendait dehors avec l'assistante sociale. « Je ne pouvais pas te laisser pourrir là, dedans », dit la fillette en courant pour l'embrasser. Marguerite la serra fort, respirant le parfum de ses cheveux. Cela sentait le shampoing à la fraise, le même qu'elle lui achetait quand elle était petite. « Comment as-tu obtenu ces photos ?» lui demanda-t-elle à voix basse. « Celles que le procureur a montrées au tribunal, je les ai trouvées dans le bureau de ma mère. Je les ai envoyées au procureur avant qu'elle ne me prenne mon téléphone. C'était très dangereux. Valentine aurait pu. « Je me fiche de ce qu'elle peut faire », l'interrompit Camille. « Tu es la seule à m'avoir vraiment aimé de toute ma vie, et maintenant je sais pourquoi. » Marguerite se tendit. « Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai trouvé les papiers médicaux. Je sais que Valentine ne peut pas avoir d'enfant. » Le cœur de Marguerite s'arrêta. « Camille, tu es ma vraie maman, n'est-ce pas ?» Le monde sembla s'arrêter. Les voitures continuaient de passer. Les gens marchaient sur le trottoir. Mais pour Marguerite, seul ce moment existait, et cette fillette qui la regardait avec des yeux pleins d'espoir et de peur. « Oui, » murmura Marguerite. « Oui, je suis ta mère. » Camille la serra plus fort. Elle ne pleura pas. Elle la tint juste comme si elle avait peur que quelqu'un ne les sépare à nouveau. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que si je l'avais fait, Valentine m'aurait détruite et je n'aurais pas pu te voir grandir. Je préférais être ta cuisinière que de n'être rien.
C'est fini, dit Camille. Plus personne ne nous séparera. Marguerite voulait le croire, mais elle savait que Valentine ne céderait pas si facilement. Et il y avait autre chose, quelque chose que même Camille ne savait pas encore. Richard, le père de Camille, l'homme qui avait disparu il y a 11 ans, l'homme qui pourrait détruire Valentine une fois pour toutes, s'il était toujours en vie. Le procureur Guillaume Lefebvre n'était pas homme à célébrer des victoires anticipées. La suspension du juge Leclerc était une étape importante, mais l'affaire était loin d'être résolue. Il fallait maintenant comprendre l'histoire complète. Cette nuit-là, Lefebvre rendit visite à Marguerite dans le petit appartement que l'assistante sociale lui avait temporairement trouvé. C'était un endroit modeste avec de vieux meubles et des murs écaillés. Mais pour Marguerite, c'était un palais comparé à la cellule. « J'ai besoin que vous me racontiez tout », dit Lefebvre en s'asseyant en face d'elle, depuis le début, sans rien omettre. Marguerite le regarda avec prudence. « Comment puis-je savoir que je peux vous faire confiance? Vous ne le savez pas. Mais je suis votre meilleure option pour obtenir une vraie justice. Et quelque chose me dit que vous avez attendu très longtemps pour cela. » Marguerite garda le silence un instant, puis commença à parler. « Je suis arrivée au domaine Chevalier il y a 12 ans. Richard Chevalier m'a embauchée comme administratrice de ses affaires. J'avais un diplôme universitaire, de l'expérience, des références. Il m'a choisi parmi 50 candidats. Pourquoi avez-vous fini comme cuisinière? À cause de Valentine. Quand elle a découvert notre relation, elle m'a donné 2 options. Devenir femme de chambre ou aller en prison pour une fraude qu'elle inventerait. Elle avait les contacts pour le faire. Le juge Leclerc n'était qu'un parmi tant d'autres. Lefebvre prenait des notes. Quand votre relation avec Richard a-t-elle commencé? 1 an après que j'ai commencé à travailler là. C'était progressif. Il était différent. Il n'était pas comme Valentine. Il ne se souciait pas de l'argent ou du pouvoir. Il voulait juste être heureux. Et la grossesse? Marguerite ferma les yeux. Je suis tombée enceinte 2 ans après le début de notre relation. Richard voulait quitter Valentine. Il allait demander le divorce. Mais elle l'a appris avant. Comment? Je ne l'ai jamais su avec certitude. Je crois qu'elle nous surveillait. Ou que quelqu'un l'a averti. Et que s'est-il passé quand la fillette est née? La voix de Marguerite se brisa. On me l'a prise. 1 semaine après l'accouchement, Valentine est apparue avec des avocats et des documents. Elle a dit que le bébé serait enregistré comme sa fille et celle de Richard, que si je disais quoi que ce soit, j'irais en prison et je ne la reverrais jamais. Et Richard ne l'a pas défendu? Il a essayé, mais Valentine avait plus de pouvoir. Elle l'a menacé de le détruire publiquement, de tout lui prendre. Finalement, Richard a quitté le pays. On m'a dit qu'il était au Brésil, mais je n'ai jamais eu de nouvelles de lui. Lefebvre arrêta d'écrire. Êtes-vous sûr qu'il est parti volontairement? Marguerite le regarda avec surprise. Que voulez-vous dire? Je veux dire que Valentine a montré qu'elle était capable de beaucoup de choses. Êtes-vous sûr que Richard est simplement parti? C'était une question que Marguerite s'était posée de nombreuses fois, et la réponse l'avait toujours terrifiée. Lefebvre passa les jours suivants à enquêter sur tout ce qu'il pouvait concernant Richard Chevalier. Les registres officiels indiquaient qu'il avait quitté le pays il y a 11 ans, à destination de São Paulo, au Brésil. Il avait vendu ses actions de l'entreprise familiale à Valentine pour une somme ridiculement basse. Il avait signé sa renonciation à l'autorité parentale sur Camille. Tout semblait volontaire, mais quelque chose ne cadrait pas. Lefebvre parla avec d'anciens employés des entreprises Chevalier. Tous décrivaient Richard comme un homme passionné par son travail, dévoué, presque obsessionnel avec les détails. Ce n'était pas le genre de personne qui abandonnerait tout du jour au lendemain. Il enquêta également sur les finances et y trouva quelque chose d'intéressant. Les virements au juge Leclerc n'étaient pas les seules irrégularités. Il y avait des paiements mensuels à une clinique privée en Belgique. Des paiements qui avaient commencé exactement 11 ans auparavant et qui continuaient à ce jour. Quel genre de traitement médical durait 11 ans? Lefebvre décida de rendre visite à quelqu'un qui pourrait avoir des réponses. Monsieur Bernard, le vieux jardinier du domaine, Chevalier. Il le trouva dans un bistrot du centre-ville, buvant seul dans un coin sombre. Monsieur Bernard avait 70 ans, les mains cailleuses de décennies de travail et les yeux de quelqu'un qui avait trop vu. « Je ne veux pas de problème », dit-il lorsque Lefebvre s'assit en face de lui. « Je ne viens pas vous causer de problème, je veux juste la vérité. La vérité est dangereuse. Plus dangereux est de laisser des innocents payer pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. » Monsieur Bernard but une longue gorgée de sa bière. « Que voulez-vous savoir? Tout. Depuis le début. » Le vieil homme soupira. « J'étais là la nuit où la fillette est née. Marguerite a accouché dans la maison, dans sa chambre de bonne. Richard était avec elle. Ce fut le moment le plus heureux que j'ai vu dans ce domaine. Et après, ce fut l'enfer. Valentine est apparue avec des hommes en costume, des avocats, je suppose. Ils ont dit à Richard que s'il ne coopérait pas, il publierait des photos de Marguerite enceinte. Il l'accuserait de viol, détruirait son nom. Viol? Mais la relation était consensuelle. Vous et moi le savons.
Mais dans un tribunal avec les juges que Valentine contrôle, qui aurait cru une employée contre l'épouse d'un millionnaire? Lefebvre comprit. C'était le même système corrompu qui avait failli condamner Marguerite pour un vol qu'elle n'avait pas commis. Richard est parti de sa propre volonté? Monsieur Bernard baissa la voix. Je ne sais pas. Je l'ai vu quitter la maison cette nuit-là avec une valise. Il avait l'air d'un homme vaincu. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours semblé étrange. Quoi? Avant de partir, il m'a donné une lettre. Il m'a dit de la garder et de ne l'ouvrir que si quelque chose de grave arrivait à Marguerite ou à la fillette. Lefebvre se pencha en avant. Vous avez toujours cette lettre? Monsieur Bernard hocha lentement la tête. Je l'ai gardée pendant 11 ans. Je crois qu'il est temps de l'ouvrir. La lettre était gardée dans une boîte métallique sous le lit de Monsieur Bernard. Le papier avait jauni avec les années, mais l'encre était toujours lisible. Lefebvre la lut à voix haute pendant que Monsieur Bernard écoutait avec une expression grave. À qui de droit? Si vous lisez ceci, cela signifie que quelque chose de grave s'est produit, quelque chose que j'ai toujours craint. Mon nom est Richard Chevalier. Je suis le Gouabier. Gouablogique. Gouablo. Gouablom. Gouable. Gouabe. Gouablogique d'une fillette nommée Camille, née le 15 mars il y a 11 ans. Sa mère biologique est Marguerite Dubois, la femme que j'aime et que je n'ai pas pu protéger. Mon épouse, Valentine Chevalier, m'a obligé à quitter le pays sous la menace de détruire Marguerite et de garder ma fille. Je n'ai d'autre choix que d'obéir, mais je tiens à laisser un témoignage de la vérité au cas où quelqu'un en aurait besoin un jour. Valentine ne peut pas avoir d'enfant. Nous l'avons su avant de nous marier. Elle m'a convaincu que nous adopterions, mais elle ne l'a jamais fait. Quand elle a découvert que Marguerite était enceinte, elle y a vu une opportunité. Elle ne se souciait pas de la fillette, elle se souciait d'avoir une héritière qui légitimerait sa position dans la famille. J'ai laissé une fiducie au nom de ma fille biologique qui s'activera quand elle aura 12 ans. Les documents sont auprès de l'expert comptable de la famille, Monsieur Alphonse Bernard. Il est le seul à connaître toute la vérité, mais il a trop peur de Valentine pour parler. Si Marguerite ou Camille sont en danger, cherchez Alphonse. Il a les preuves dont vous avez besoin. S'il vous plaît, protégez ma fille. C'est la seule bonne chose que j'ai laissée dans ce monde. Richard Chevalier. Lefebvre plia la lettre avec précaution. Savez-vous où se trouve cet Alphonse Bernard? Il travaille toujours pour la famille. C'est le seul qui soit là depuis plus longtemps que moi. Pourquoi n'avez-vous pas montré cette lettre avant? Monsieur Bernard le regarda avec des yeux fatigués. Parce que j'avais peur. Valentine a des yeux partout, et j'ai une fille et des petits-enfants à protéger. Et maintenant je suis vieux, et je suis fatigué de vivre avec ce poids. Si je peux aider cette fillette et Marguerite avant de mourir, au moins j'aurais fait quelque chose de bien. Lefebvre rangea la lettre dans sa mallette. Cela change tout. Avec cette lettre et le témoignage d'Alphonse Bernard, nous pouvons prouver que Valentine s'est approprié illégalement une mineure. Et Richard, je crois qu'il est toujours en vie. C'est ce que je vais découvrir. Alphonse Bernard était un homme de 55 ans en costume bon marché et l'expression d'une nervosité perpétuelle. Il était l'expert comptable de la famille Chevalier depuis 30 ans. D'abord sous les ordres du père de Richard, puis sous Richard lui-même, et enfin sous le joug de Valentine. Quand Lefebvre lui rendit visite dans son bureau, Alphonse faillit avoir une crise cardiaque. « Je ne peux pas vous parler », dit-il en refermant la porte derrière lui. « Si Valentine l'apprend. Valentine fait l'objet d'une enquête pour de multiples délits. Elle n'a plus le pouvoir qu'elle avait. Vous ne comprenez pas. Elle a des contacts, des gens dangereux. » Lefebvre posa la lettre de Richard sur le bureau. « Reconnaissez-vous cette écriture ?» Alphonse pâlit en la lisant. « D'où tenez-vous cela? Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous avez des preuves qui peuvent couler Valentine une fois pour toutes. Document de la fiducie, registre des irrégularités financières. Si je remets ces documents, je suis mort. Si vous ne les remettez pas, une femme innocente peut retourner en prison et une fillette restera l'otage d'une criminelle. » Alphonse s'effondra sur sa chaise. Ses mains tremblaient. « Il y a quelque chose que vous ne savez pas, dit-il finalement. Quelque chose que même Richard ne savait pas quand il a écrit cette lettre. »« Quoi? Richard est vivant. » Lefebvre resta immobile. « Comment le savez-vous? » »« Parce que je lui envoie de l'argent chaque mois à une clinique en Belgique. »« Quel genre de clinique ?» Alphonse déglutit. « Une clinique psychiatrique. Valentine l'y a interné il y a 11 ans. Elle a dit au médecin qu'il avait eu une dépression nerveuse, qu'il était un danger pour lui-même et pour les autres. Et les médecins l'ont cru. Valentine a payé suffisamment pour qu'il ne pose pas de questions. Richard est enfermé là, bas depuis, sous médicaments, isolé. Il ne sait probablement même pas quelle année nous sommes. » Lefebvre sentit le sang lui bouillir. « Vous me dites que Valentine a enfermé son propre époux dans un hôpital psychiatrique pour s'approprier sa fortune et sa fille? C'est exactement ce que je vous dis. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit ?» Alphonse le regarda avec honte. « Parce que je suis un lâche. Et parce que Valentine m'a menacé de faire la même chose à ma famille si je parlais. »
Lefebvre se leva. « J'ai besoin de tous les documents que vous avez, la fiducie, les virements, les registres de la clinique, tout. Si je fais ça, ma vie est finie. Si vous ne le faites pas, votre conscience le sera. » Alphonse ferma les yeux un long moment. Quand il les rouvrit, il avait pris sa décision. « Je vous apporterai tout demain, mais après ça, je dois disparaître. » La nouvelle que Richard Chevalier pourrait être vivant se répandit rapidement parmi ceux qui suivaient l'affaire. Mais Valentine ne le savait pas encore. Ou du moins, c'est ce que Lefebvre croyait. Pendant qu'il préparait le prochain mouvement légal, quelque chose d'inattendu se produisit. Camille reçut une visite. Elle était dans l'appartement temporaire avec Marguerite quand la sonnette retentit. Marguerite ouvrit avec prudence. Devant elle se trouvait un homme d'une 50aine d'années, mince, avec une barbe grisonnante et des yeux enfoncés. Il portait des vêtements simples et n'avait qu'un sac à dos. « Marguerite » demanda-t-il d'une voix rauque. Elle le regarda sans le reconnaître au début, mais quelque chose, dans ses yeux, quelque chose de familier. « Richard » L'homme hocha lentement la tête. Marguerite se couvrit la bouche de ses mains. Les larmes commencèrent à couler sans contrôle. « Je pensais que tu étais mort. Presque. J'en étais très proche. » Camille apparut derrière Marguerite. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Richard la regarda et pour la première fois en 11 ans, il vit sa fille. Elle n'était plus le bébé qu'on lui avait arraché des bras. C'était une fillette forte, courageuse, avec les mêmes yeux que sa mère. « Je suis ton père » dit Richard. Et je suis venu terminer ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Camille ne courut pas pour l'embrasser. Elle ne le connaissait pas. Elle avait seulement entendu dire qu'il l'avait abandonnée. « Pourquoi es-tu parti » demanda-t-elle froidement. « Pourquoi nous as-tu laissés avec elle ?»« Je ne suis pas parti, on m'a enfermé. Valentine m'a interné dans une clinique psychiatrique pendant 11 ans. On m'a donné des médicaments jusqu'à ce que je ne me souvienne même plus de mon propre nom. »« Et comment t'es-tu échappé ?» Richard regarda Marguerite. L'expert comptable, Alphonse, il y a 1 mois, a cessé d'envoyer les paiements à la clinique. Les médecins ont commencé à poser des questions. L'un d'eux, plus jeune, a examiné mon dossier et a vu les incohérences. Il m'a aidé à sortir. Marguerite ne pouvait s'empêcher de pleurer. 11 ans, Richard. 11 ans à penser que tu m'avais abandonné. Je sais et je suis désolé, mais je suis là maintenant et j'ai des preuves de tout ce que Valentine a fait. Richard ouvrit son sac à dos et en sortit un épais dossier. Des enregistrements, des documents, des témoignages d'employés de la clinique, assez pour l'enfermer à vie. Camille s'approcha finalement. « Tu es vraiment mon papa ?» Richard hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, et je regrette tellement de ne pas avoir été là pour toi, mais maintenant je vais tout arranger, je te le promets. » Le retour de Richard Chevalier fut le coup que personne n'attendait. Pas même Lefebvre, qui cherchait des preuves de sa survie, n'avait imaginé qu'il apparaîtrait de sa propre initiative. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» lui demanda Lefebvre lorsqu'ils se rencontrèrent dans son bureau. « Quand je me suis échappé de la clinique, je n'avais rien, pas d'argent, pas de documents, aucune idée d'où j'étais. J'ai passé des semaines à chercher un moyen de revenir. Un camionneur m'a ramené de Belgique en échange d'aide pour le chargement. Et comment avez-vous su où trouver Marguerite ? Alphonse m'a laissé un mot avant de disparaître. Il m'a tout raconté, le procès, la vidéo de Camille, l'enquête. J'ai su que je devais venir immédiatement. » Lefebvre examina les documents que Richard avait apportés. Ils étaient explosifs. Des dossiers médicaux falsifiés, des ordres d'internement signés par un juge corrompu, des virements d'argent à la clinique pendant 11 ans. Ce juge qui a signé votre internement, Aurélien Leclerc, Richard confirma, le même qui présidait le procès de Marguerite. Cela explique beaucoup de choses. Richard se pencha en avant. Il y a autre chose que vous devez savoir. Valentine n'a pas agi seule dans tout cela. Elle a des associés, des gens puissants qui ont profité de mes affaires pendant des années. Qui ? Des politiciens, des hommes d'affaires, même certains juges, en plus de Leclerc. C'est un réseau complet de corruption qui utilise ma fortune pour financer ses opérations. Lefebvre sentit le poids de ce que Richard disait. C'est plus grand que ce que je pensais. C'est pourquoi vous ne pouvez pas simplement arrêter Valentine et espérer que tout se termine. Elle parlera, négociera. Elle livrera d'autres pour se sauver et le réseau continuera à fonctionner. Alors, que proposez-vous ? Richard sortit un dernier document de son sac à dos. J'ai les noms de tous et j'ai des preuves contre chacun. Mais il faut gérer cela avec prudence. Si nous nous précipitons, les preuves et les personnes disparaîtront. Lefebvre prit le document. C'était une liste de 15 noms. Il en reconnut certains immédiatement. Des hommes d'affaires célèbres, un sénateur, 2 juges fédéraux. Cela pourrait détruire des carrières entières. C'est exactement ce que je veux, dit Richard. Ils ont détruit ma vie. Ils ont détruit Marguerite. Ils ont failli détruire ma fille. Il est temps qu'ils paient. Valentine Chevalier n'était pas stupide. Elle savait que quelque chose avait changé. Ses appels au juge Leclerc n'étaient plus répondus. Alphonse Bernard avait disparu sans laisser de traces
et les avocats qui lui léchaient les mains évitaient maintenant ses appels. Elle décida de prendre des mesures. Cette nuit-là, Valentine rendit visite à quelqu'un qui lui devait encore des faveurs, le sénateur Henri Gauthier, l'un des noms sur la liste de Richard. Ils se rencontrèrent dans un restaurant privé, loin des regards curieux. « J'ai besoin que tu fasses disparaître cette affaire », lui dit Valentine sans détour. « Ce n'est pas si simple », répondit Gauthier, nerveux. « Le procureur Lefebvre est intouchable, et maintenant il y a des rumeurs que Richard est vivant. » Valentine pâlit. « Qu'as-tu dit ? Il y a des gens qui l'ont vu en ville. Si c'est vrai, tu as un problème bien plus grand qu'une affaire de vol. Richard est dans une clinique en Belgique. Il est là depuis 11 ans. Apparemment, plus maintenant. » Valentine sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Si Richard était vivant et libre, il avait suffisamment de preuves pour la couler. Il avait gardé des copies de tout. Il avait toujours été trop prudent. « J'ai besoin de protection », dit-elle. « Si je tombe, nous tombons tous. » « Ne me menace pas, Valentine. Ce n'est pas une menace. C'est un fait. J'ai des documents qui t'impliquent, toi et 12 autres. Si je vais en prison, ces documents parviennent à la presse. » Gauthier la regarda avec un mélange de haine et de peur. « Que veux-tu ? Je veux que Richard disparaisse pour de bon cette fois, et je veux que ce procureur soit retiré de l'affaire. C'est impossible. Alors trouve le moyen de rendre cela possible, ou nous finirons tous en prison. » Gauthier resta silencieux un long moment. « Il y a un moyen, dit-il finalement, mais c'est risqué. Parle. Je peux faire en sorte que Lefebvre soit transféré dans un autre district, et je peux envoyer des gens chercher Richard avant qu'il ne témoigne. Fais-le. » « Et si ça tourne mal ?» Valentine sourit froidement. « Si ça tourne mal, je ferai en sorte que tout le monde coule avec moi. » La juge Claire Roussel convoqua une audience d'urgence 3 jours plus tard. L'affaire avait pris des dimensions que personne n'avait anticipées. La salle était pleine. Marguerite était assise à côté de son nouvel avocat, une femme que Lefebvre lui avait trouvée, maître Patricia Vidal, spécialiste des cas d'abus institutionnels. Camille était dans la tribune avec l'assistante sociale, et pour la première fois en 11 ans, Richard Chevalier était présent au tribunal. Valentine fut escortée par 2 officiers. Elle ne portait plus de noir, ni ne pleurait avec élégance. Elle avait de profondes cernes, et les cheveux en désordre. Le masque de la victime était tombé. La juge Roussel prit la parole. « Cette audience a pour but d'examiner les nouvelles preuves présentées dans l'affaire Chevalier contre Dubois. Étant donné que les circonstances ont considérablement changé, j'ai décidé d'élargir le champ de l'enquête. » Valentine regarda son avocat, mais il évita ses yeux. Il ne voulait plus la défendre. « Procureur Lefebvre, pouvez-vous présenter vos conclusions ?» Lefebvre se leva. « Votre honneur, ces dernières semaines, nous avons découvert une conspiration qui s'étend sur plus d'une décennie. Valentine Chevalier, en complicité avec le juge Aurélien Leclerc et d'autres individus, a commis les délits suivants. Appropriation illégale d'une mineure, internement frauduleux de son époux Richard Chevalier, détournement de fonds familiaux et fabrication de preuves pour incriminer une personne innocente. » Le murmure dans la salle fut intense. La juge demanda le silence. « De plus, » continua Lefebvre, « nous avons la preuve que cette conspiration implique des fonctionnaires de haut niveau. Je demande qu'une enquête fédérale soit ouverte et que l'accusé soit placé en détention provisoire. » Valentine se leva. « C'est une chasse aux sorcières. Ils utilisent ma fille et une domestique pour me détruire. Asseyez-vous, Madame Chevalier, » ordonna la juge. « Je ne vais pas m'asseoir. Cet enfant n'est pas la fille de cette femme. J'ai les documents qui le prouvent. Les documents que vous avez sont faux, » intervint Richard depuis sa place. « J'étais présent quand Camille est née. Marguerite est sa mère biologique et vous le savez parfaitement. » Valentine le regarda avec une pure haine. « Tu devrais être enfermé. J'ai été enfermé, 11 ans, sur ton ordre. » La juge frappa de son marteau. « Ordre, Madame Chevalier. Vous êtes placée en détention pendant que ces accusations sont examinées. Officier, emmenez-la. » Pendant que les gardes s'approchaient de Valentine, elle cria une dernière chose. « Cela ne se termine pas ici. J'ai des informations sur tout le monde. Si vous me coulez, je les coule avec moi. » Les portes se fermèrent derrière elle, mais tous dans la salle savaient qu'elle avait raison. Cela ne faisait que commencer. La détention de Valentine Chevalier fit la une de toutes les chaînes. Les caméras capturèrent le moment où elle fut sortie du tribunal, les mains menottées, criant des menaces que personne ne voulait entendre. Pour le public, c'était la fin d'une méchante. Pour ceux qui connaissaient toute l'histoire, ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Marguerite observa tout depuis la salle, sans pouvoir y croire. 12 ans de silence, d'humiliation, d'avoir ravalé sa douleur chaque fois qu'elle voyait Camille appeler une autre femme « maman ». Et maintenant, enfin, la vérité éclatait, mais elle ne ressentait pas de joie. Elle ressentait de la peur, car Valentine n'était pas le genre de personne qui abandonnait. Et ces derniers mots résonnaient dans l'esprit de Marguerite. « Si vous me coulez, je les coule avec moi. » Cette nuit-là,
Marguerite, Richard et Camille dînèrent ensemble pour la première fois en famille. L'appartement était petit, la nourriture simple, mais aucun des trois n'avait vécu quelque chose de pareil depuis plus d'une décennie. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Camille, remuant la nourriture dans son assiette sans manger. « L'enquête va continuer », répondit Richard. « Lefebvre a suffisamment de preuves pour garder Valentine enfermée longtemps. Et les autres, ceux que tu as mentionnés, les politiciens et les hommes d'affaires ?» Richard échangea un regard avec Marguerite. « C'est plus compliqué. Ils ont du pouvoir, de l'argent, des influences. Il ne sera pas facile de les atteindre. » Camille posa sa fourchette sur la table. « Alors, il pourrait s'en sortir ? » ?»« Non, si je peux l'éviter, » dit Richard. « Mais il faut que tu comprennes quelque chose, Camille. Ce qui arrive ne sera pas facile. Ils vont nous attaquer. Ils vont essayer de nous discréditer. Ils vont dire que ta mère et moi sommes les méchants de cette histoire. »« Ma mère est assise ici, » répondit Camille, en désignant Marguerite. « L'autre femme n'a jamais été ma mère. » Marguerite sentit son cœur se remplir de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Mais cet espoir fut de courte durée. Le téléphone de Richard sonna. C'était Lefebvre. « Nous avons un problème, » dit le procureur. « Valentine a demandé à parler. Elle dit qu'elle a des informations sur vous et que cela va tout changer. » Richard fronça les sourcils. « Quel genre d'informations ? Elle n'a pas voulu me le dire. Elle ne veut parler qu'avec vous. Seule. La prison préventive où Valentine était détenue était un bâtiment gris en périphérie de la ville. Richard y arriva le lendemain matin, escorté par Lefebvre et 2 officiers. Il ne voulait pas être là, mais il devait savoir ce qu'elle tramait. La salle de visite était froide, avec des murs en béton et une table métallique vissée au sol. Valentine était assise de l'autre côté, avec l'uniforme orange des détenus et sans une goutte de maquillage. Elle avait l'air 10 ans plus vieille que la dernière fois que Richard l'avait vue clairement. « Tu es venu ?» dit-elle avec un sourire amer. « Je pensais que tu aurais peur. Peur de quoi? De la vérité ?» Richard s'assit en face d'elle. « Quelle vérité? Tout le monde sait déjà ce que tu as fait. Tout le monde sait ce que j'ai fait. Mais personne ne sait ce que tu as fait. Je n'ai rien fait. » Valentine se pencha en avant. « Non? Et les contrats que tu as signés avec un réseau criminel international il y a 15 ans? Les cargaisons qui passaient par tes entrepôts sans que personne ne pose de questions ?» Richard pâlit. « C'était avant de te connaître et je ne savais pas ce qu'ils transportaient. Mais tu as signé les papiers et j'en ai des copies. Ces documents ne prouvent rien. Ils prouvent que tu faisais partie du business, et si ces documents tombent entre les bonnes mains, tu passeras le reste de ta vie en prison, comme moi. » Richard serra les poings sous la table. « Que veux-tu? Je veux un accord. Tu retires les accusations contre moi. Tu convaincs Lefebvre que j'ai été manipulé par Leclerc, et je garde le silence sur ton passé. Et Marguerite? Et Camille? Marguerite peut rester avec la fillette. Ça ne m'importe plus. Ça ne m'a jamais vraiment importé. C'était juste un outil pour maintenir l'image de famille parfaite. » Richard serra les poings sous la table. « Tu es un monstre. Je suis une survivante, tout comme toi. La différence, c'est que je ne fais pas semblant d'être une bonne personne. » Richard se leva. « Je ne ferai aucun accord avec toi. Je préfère aller en prison plutôt que de te laisser libre. » Valentine sourit. « Alors nous nous verrons en enfer, mon cher, car si je tombe, je t'entraîne avec moi. » Richard sortit de la prison avec le poids du monde sur ses épaules. Les paroles de Valentine le poursuivaient. Elle avait raison. Il y a 15 ans, quand il était jeune et ambitieux, il avait signé des contrats sans poser de questions. Des contrats qui s'étaient avérés être des façades pour des opérations illégales. Quand il avait découvert la vérité, il s'était immédiatement retiré. Il avait coupé tous les liens, détruit les documents qu'il possédait et juré de ne jamais revenir dans ce monde. Mais Valentine avait apparemment conservé des copies. Cette nuit-là, Richard raconta tout à Marguerite. « J'ai été un idiot, dit-il, assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. J'étais jeune, je voulais de l'argent rapidement et je n'ai pas demandé d'où il venait. » Marguerite l'écouta en silence. « Savais-tu que c'était illégal? » « Non, au début, quand je l'ai découvert, je me suis retiré, mais le mal était déjà fait. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que j'avais honte. Et parce que je pensais que c'était enterré pour toujours. » Marguerite s'approcha et lui prit les mains. « Nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est ce que nous faisons après. Ce que j'ai fait après, c'est fuir Valentine et te laisser seule avec notre fille. Je ne suis pas un héros, Marguerite. Je n'ai pas besoin d'un héros. J'ai besoin de quelqu'un qui est prêt à se battre. Es-tu prêt? » Richard la regarda dans les yeux. « Oui. Alors nous allons affronter cela ensemble. Si Valentine a des documents, nous avons la vérité. Et la vérité finit toujours par éclater. » Dans la pièce d'à côté, Camille était réveillée, écoutant tout à travers le mur mince. Elle venait de découvrir que son père n'était pas parfait, qu'il avait commis de graves erreurs, que l'homme qui était revenu pour la sauver avait ses propres démons. Mais au lieu de se sentir déçue, elle ressentit quelque chose de différent,
de la compréhension. Car s'il y avait quelque chose que Camille avait appris en 11 ans de vie, c'était que les gens ne sont pas complètement bons ni complètement mauvais, ils sont humains, et les humains se trompent. La question était, les erreurs du passé pouvaient-elles détruire l'opportunité d'un avenir meilleur? Le procureur Lefebvre reçut la nouvelle avec inquiétude. Si Valentine avait vraiment des documents qui incriminaient Richard, l'affaire se compliquait énormément. La défense pourrait soutenir que Richard n'était pas une victime, mais un complice qui cherchait maintenant à se venger. « J'ai besoin que vous me racontiez tout », dit Lefebvre à Richard dans son bureau, sans rien omettre. Richard lui expliqua la situation, les contrats d'il y a 15 ans, son ignorance initiale, sa décision de s'éloigner quand il découvrit la vérité. « Y a-t-il quelque chose qui vous lie directement à des activités criminelles? Seulement ma signature sur ces contrats. Je n'ai participé à aucune opération. Je n'ai pas reçu d'argent d'eux. Je n'ai pas su ce qu'ils transportaient avant. Pouvez-vous le prouver? Je peux prouver que je me suis retiré. Je peux prouver que j'ai dénoncé ces personnes de manière anonyme 1 an après, mais je ne peux pas prouver ce que je ne savais pas à ce moment-là. » Lefebvre se cala dans son fauteuil, pensif. Valentine va utiliser cela comme monnaie d'échange. Si l'affaire va en justice, sa défense va vous présenter comme le vrai criminel. Je sais. Il y a une autre option, dit Lefebvre. Vous pouvez témoigner volontairement sur votre passé, devancer Valentine. Si vous confessez avant qu'elle ne vous expose, l'impact sera moindre et l'affaire contre elle continuera. Ce que vous avez fait il y a 15 ans ne justifie pas ce qu'elle a fait pendant 11 ans, mais vous devez être prêt à en subir les conséquences. Richard garda le silence un instant. Pourrais-je aller en prison? C'est possible. Cela dépend de ce qu'ils trouveront en enquêtant sur ces contrats. C'était une décision impossible. Confesser signifiait risquer sa liberté. Ne pas confesser signifiait donner à Valentine le pouvoir de le détruire. J'ai besoin d'y réfléchir, dit Richard. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Valentine est déjà en train de parler avec des avocats. Richard quitta le bureau de Lefebvre, sentant le sol s'effondrer sous ses pieds. Il était revenu pour sauver sa famille, mais maintenant il semblait qu'il pourrait finir par la détruire. Cette nuit-là, Camille prit une décision. Elle avait écouté les conversations, elle avait vu l'angoisse sur les visages de ses parents, et elle décida qu'il était temps d'agir. Sans rien dire à personne, elle quitta l'appartement pendant que Marguerite et Richard dormaient. Elle prit un taxi jusqu'à la prison où Valentine était détenue. Elle n'avait pas de rendez-vous, pas de permission, mais elle avait quelque chose de plus puissant, de la détermination. « J'ai besoin de voir Valentine Chevalier », dit-elle au gardien de l'entrée. « Êtes-vous de la famille? Je suis sa fille. » Le gardien la regarda avec surprise. Tout le monde avait vu les nouvelles. Tout le monde savait qui était Camille. « Attendez ici. » 30 minutes plus tard, Camille était assise dans la salle de visite. Valentine entra, escortée par 2 gardes. Quand elle vit la fillette, son expression passa de la surprise à la suspicion. « Que fais-tu ici? »« Je suis venu te parler seule. Ta mère adoptive t'a laissé venir? Elle ne sait pas que je suis ici. » Valentine s'assit en face d'elle avec un sourire calculateur. « Intéressant. Et de quoi veux-tu parler? »« Je veux que tu laisses Richard tranquille. Ton père, celui qui t'a abandonné pendant 11 ans? Il ne m'a pas abandonné. Tu l'as enfermé. Des détails. Le fait est qu'il vient maintenant jouer au héros et espère que nous allons tous oublier ses propres péchés. » Camille la regarda droit dans les yeux. « Que veux-tu pour le laisser tranquille ?» Valentine se pencha en avant, intriguée. « Tu négocies avec moi? Une fillette de 11 ans? J'ai quelque chose que tu veux. Qu'est-ce que tu pourrais avoir qui m'intéresse ?» Camille sortit un papier plié de la poche de sa veste. C'était une copie du document de la fiducie que Richard avait laissé à son nom et qui s'activerait quand elle aurait 12 ans. « Je sais que tu voulais garder cet argent, » dit Camille. « C'est pourquoi tu as essayé de sortir Marguerite de la maison avant mon anniversaire. Si tu t'engages à ne pas utiliser ces documents contre Richard, quand j'aurai 12 ans, je te transférerai toute la fiducie. » Valentine la regarda avec un mélange d'admiration et de mépris. « Tu es plus maligne que je ne le pensais, mais il y a un problème. »« Lequel ? Je ne te fais pas confiance. Comment puis-je savoir que tu tiendras ta parole? Parce que, contrairement à toi, moi j'ai une parole. » Le silence entre elles fut lourd. Valentine étudia la fillette, cherchant des signes de faiblesse. Elle n'en trouva aucun. « J'y réfléchirai, » dit-elle finalement. Quand Marguerite découvrit que Camille était allée voir Valentine, elle faillit avoir une crise cardiaque. « Tu es folle ?» cria-t-elle. « Cette femme est dangereuse, elle aurait pu te faire du mal. J'étais en prison, maman, avec des gardes. Elle ne pouvait rien me faire. Ça n'a pas d'importance. Tu ne peux pas prendre de telles décisions sans nous consulter. » Richard intervint d'une voix plus calme. « Camille, qu'est-ce que tu lui as dit exactement ?» Camille leur expliqua l'offre qu'elle lui avait faite. La fiducie en échange de son silence. « Tu ne peux pas faire ça, » dit Marguerite. « Cet argent est à toi. Ton père l'a laissé pour ton avenir. Mon avenir n'a pas d'importance si mon père est en prison. De plus, je n'ai pas besoin de cet argent,
j'ai besoin de vous. Richard s'agenouilla devant sa fille. Écoute-moi bien, ce que tu as fait était très courageux, mais aussi très risqué. Valentine n'est pas quelqu'un avec qui on peut négocier. Elle prendra ce que tu lui offres et continuera à attaquer. Alors que faisons-nous? Nous faisons ce qui est juste. Je vais avouer mon passé avant qu'elle ne puisse l'utiliser contre moi. Mais tu pourrais aller en prison. C'est possible, mais je préfère affronter les conséquences de mes erreurs que de vivre dans la peur que quelqu'un les utilise pour me contrôler. Camille serra son père dans ses bras. Je ne veux pas te perdre encore. Tu ne me perdras pas. Quoi qu'il arrive, nous serons ensemble. Être pas physiquement, mais ensemble. Marguerite rejoignit l'étreinte. Pour la première fois en 11 ans, les trois étaient du même côté, contre le monde, s'il le fallait. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Valentine avait déjà pris une décision, et ce n'était pas celle que Camille attendait. Le lendemain, Valentine demanda une audience d'urgence. Son avocat, un nouvel homme qu'elle avait engagé avec le peu d'argent qu'il lui restait, présenta une motion surprise. « Ma cliente désire faire une déclaration », annonça-t-il. « Elle a des informations pertinentes sur des activités criminelles impliquant de multiples individus de haut rang. » La juge Roussel fronça les sourcils. « Cherche-t-elle un accord ? Ma cliente est prête à coopérer pleinement en échange d'une réduction de peine. » Lefebvre se leva. « Votre honneur, c'est clairement une tactique pour détourner l'attention de l'affaire principale. »« Ce n'est pas une diversion, » répondit l'avocat de Valentine. « Ma cliente a des documents qui prouvent la participation de Richard de Chevalier à des opérations de trafic international il y a 15 ans. » Le murmure dans la salle fut immédiat. Richard, assis dans la tribune, sentit son estomac se nouer. Valentine l'avait trahi. Malgré l'offre de Camille, elle avait décidé d'attaquer. « De plus, » continua l'avocat, « ma cliente a des informations sur le réseau de corruption que le procureur Lefebvre a mentionné. Nom, date, montant, tout. » La juge Roussel examina la situation. « Procureur Lefebvre, qu'en pensez-vous » Lefebvre mit du temps à répondre. C'était un piège, il le savait, mais c'était aussi une opportunité. Si Valentine avait vraiment des informations sur le réseau de corruption, cela pourrait valoir la peine de l'écouter. « Je suis prêt à envisager un accord, dit-il finalement. Mais j'ai besoin de voir les preuves avant de m'engager à quoi que ce soit. »« Inacceptable, » répondit l'avocat. « Ma cliente ne montrera rien tant qu'un accord signé n'aura pas été conclu. »« Alors, pas d'accord. » Valentine se leva. « Attendez, » cria-t-elle. « Il y a autre chose, quelque chose que personne ne sait encore. »« Asseyez-vous, Madame Chevalier, » ordonna la juge. Le juge Leclerc n'a pas agi seul. Il a un partenaire, quelqu'un qui protège ce réseau dans l'ombre depuis 20 ans. Quelqu'un qui est dans cette même salle. Tous regardèrent autour d'eux. Qui cela pouvait-il être? Valentine désigna directement une personne dans la tribune. Lui, le sénateur Henri Gauthier, et je peux le prouver. Le sénateur Gauthier pâlit, tenta de se lever, mais deux officiers se dirigeaient déjà vers lui. « C'est absurde !» cria-t-il. « Cette femme ment pour se sauver. J'ai des enregistrements, » dit Valentine calmement. Des conversations où le sénateur ordonne des virements illégaux, des pots de vin à des juges, l'intimidation de témoins. Tout est documenté. La juge Roussel frappa de son marteau. « Ordre, sénateur Gauthier. Veuillez rester à votre place pendant que nous évaluons ces accusations. »« Vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ai l'immunité parlementaire. Votre immunité ne s'applique pas dans les cas de crimes graves, » répondit la juge. « Officier, assurez-vous que le sénateur ne quitte pas la salle. » Lefebvre s'approcha de l'estrade. « Votre honneur, je demande une suspension pour évaluer les preuves que Madame Chevalier affirme détenir. » Accordé. Suspension de 2 heures. Pendant que les officiers raccompagnaient Valentine à sa cellule, elle passa devant Richard et lui murmura « Je t'ai dit que si je tombais, je les entraînais avec moi, mais pas toi. Toi et moi allons parler après. » Richard ne sut quoi penser. Valentine le protégeait ou était-ce un autre piège? Pendant la suspension, Lefebvre examina les preuves que Valentine avait fournies. Elles étaient dévastatrices. Des enregistrements audio où le sénateur Gauthier donnait des ordres directs, des documents avec sa signature, des photographies compromettantes. « C'est authentique, » dit Lefebvre. « Tout cela est authentique. Qu'est-ce que cela signifie pour l'affaire » demanda Richard. « Cela signifie que Valentine vient de devenir le témoin le plus précieux de cette enquête. Si elle coopère pleinement, elle pourrait obtenir une réduction significative de sa peine. »« Et mes contrats » Lefebvre le regarda avec une expression sérieuse. Elle n'a rien mentionné à ce sujet dans sa déclaration. Elle n'a attaqué que Gauthier et Leclerc. Pourquoi me protégerait-elle? Je ne sais pas, mais quelque chose a changé et nous devons savoir quoi. Cette nuit-là, Richard reçut un appel inattendu. C'était Valentine depuis la prison. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, » commença-t-elle, « écoute-moi. Pourquoi devrais-je? Parce que je viens de te sauver et je veux que tu saches pourquoi. » Richard garda le silence, attendant. « Camille est venue me voir.
Elle m'a offert la fiducie en échange de te laisser tranquille. Une fillette de 11 ans négociant avec une criminelle pour son père. Je sais, elle me l'a raconté. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette visite m'a fait réfléchir. Cet enfant a plus de courage et plus d'amour que je n'en ai jamais eu, et j'ai réalisé quelque chose. Si je la détruis en te détruisant, je deviens pire que ce que je suis déjà. Depuis quand cela t'importe-t-il? Depuis que j'ai compris que je vais passer le reste de ma vie en prison. Et je veux qu'au moins une bonne chose ressorte de tout ça. Et tes menaces, les documents sur mon passé, je les ai détruits. Enfin, j'ai demandé à mon avocat de les détruire. Ils n'existent plus. Richard ne savait pas s'il devait la croire. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que Camille me l'a demandé, et parce que, même si ça me coûte de l'admettre, cet enfant mérite un père, même si ce père c'est toi. Il y eut un long silence. Je ne te demande pas pardon, continua Valentine. Je ne le mérite pas, et je ne le veux pas. Je te dis juste que je ne suis plus ton ennemi. J'ai de plus grands ennemis maintenant. Gauthier, Leclerc et tous les autres. Ils m'ont utilisé pendant des années. Ils m'ont fait croire que j'étais une associée, mais j'ai toujours été qu'un simple outil. Maintenant, ils vont payer. Et après rien. Je purgerai ma peine. Et si Camille un jour le souhaite, je lui écrirai une lettre lui expliquant tout. Richard raccrocha le téléphone sans savoir ce qu'il devait ressentir. Valentine avait été son pire cauchemar pendant 15 ans, et maintenant, inexplicablement, elle l'avait sauvé. Était-elle sincère ou était-ce une autre ruse dans un jeu qu'il ne comprenait pas? Seul le temps le dirait. Une semaine plus tard, l'affaire prit une tournure que personne n'attendait. Le sénateur Gauthier, faisant face à la possibilité de la prison à perpétuité, décida de coopérer. En échange d'une réduction de peine, il livra des informations sur l'ensemble du réseau de corruption, nom, date, compte bancaire, propriété cachée. Parmi les noms figuraient 3 juges fédéraux, 2 gouverneurs et un ancien ministre. Ce fut le plus grand scandale de corruption de l'histoire récente du pays. Le juge Aurélien Leclerc, voyant son monde s'effondrer, tenta de s'échapper. Il fut capturé à l'aéroport avec un faux passeport et 2 valises pleines d'argent liquide. Sa carrière, sa réputation, sa liberté, tout se termina en un instant. La juge Roussel présida les audiences d'une main ferme. Un à un, les personnes impliquées tombèrent, comme des dominos. Et au centre de tout, en tant que témoin principal, se trouvait Valentine Chevalier. Son témoignage fut dévastateur. Elle connaissait chaque détail, chaque accord secret, chaque mensonge. Elle avait fait partie du réseau pendant 15 ans, et maintenant elle le détruisait de l'intérieur. Quand la dernière audience fut terminée, la juge Roussel la regarda avec une expression indéchiffrable. « Madame Chevalier, votre coopération a été inestimable pour cette enquête. Cependant, cela n'efface pas les crimes que vous avez commis contre Marguerite Dubois, Richard Chevalier et surtout contre la mineure Camille. Je sais votre honneur. Votre peine initiale était de 40 ans pour de multiples chefs d'accusation. Compte tenu de votre niveau de coopération, ce tribunal réduit la peine à 20 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 12 ans. Valentine hocha la tête. C'était plus que ce à quoi elle s'attendait. « Avez-vous quelque chose à dire ?» demanda la juge. Valentine regarda vers la tribune, où Camille était assise entre Marguerite et Richard. « Une seule chose, Camille. Je regrette tout ce que je t'ai fait. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que tu saches qu'à la fin, j'ai fait quelque chose de bien, même si c'était pour de mauvaises raisons. » Camille ne répondit pas. Elle la regarda simplement avec une expression neutre. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, mais il n'y avait pas non plus de pardon. Il y avait seulement le calme de quelqu'un qui a enfin clos un chapitre. Les gardes emmenèrent Valentine, et avec elle s'envola le dernier fantôme du passé. 3 mois après que Valentine eut commencé à purger sa peine, la vie de Marguerite, Richard et Camille commença à prendre forme. Richard avait volontairement témoigné sur ses contrats d'il y a 15 ans. L'enquête avait déterminé qu'il n'avait pas participé consciemment à des activités illégales et que son retrait des affaires avait été immédiat lorsqu'il avait découvert la vérité. Aucune accusation ne fut portée contre lui. Marguerite récupéra légalement la garde de Camille. Ce fut un long processus, rempli de papiers et d'audiences. Mais elle avait enfin ce qu'elle avait toujours rêvé, être reconnue officiellement comme la mère de sa fille. Ils déménagèrent dans une petite maison d'un quartier tranquille, loin du domaine Chevalier et de tout ce qu'il représentait. Richard vendit ses actions dans l'entreprise familiale et utilisa l'argent pour recommencer. Mais tout n'était pas parfait. Camille faisait des cauchemars fréquents. Elle se réveillait en criant, en sueur, revivant des moments qu'une fillette de son âge n'aurait jamais dû vivre. Marguerite la consolait chaque nuit, mais elle savait que les blessures mettraient des années à guérir. Un jour, Camille posa une question que Marguerite n'attendait pas. « La pardonneras-tu un jour ?»« Qui ?»« Valentine. » Marguerite garda le silence un instant. « Je ne sais pas. Ce qu'elle m'a fait, ce qu'elle nous a fait, est difficile à pardonner. Mais elle m'a élevé à sa manière, tordue et égoïste. Mais elle m'a élevé.
Cela ne compte pour rien? L'as-tu pardonné? Camille regarda par la fenêtre. Non, mais je ne la déteste pas non plus. Je ne ressens rien, comme si c'était une étrangère que j'ai connue il y a longtemps. C'est normal. Avec le temps, tu trouveras le moyen de digérer tout cela. Et toi, as-tu digéré les 12 ans que tu as passés comme domestique dans ta propre maison, à voir une autre femme élever ta fille? La question frappa Marguerite avec force. Elle n'avait pas de réponse. Peut-être n'en aurait-elle jamais. Le 12e anniversaire de Camille arriva un jour ensoleillé de mars. Marguerite prépara un gâteau maison. Richard acheta des ballons, et tous les trois célébrèrent dans le petit jardin de leur nouvelle maison. « Fais un vœu », dit Marguerite pendant que Camille regardait les bougies. Camille ferma les yeux un instant, puis souffla fort. « Qu'as-tu souhaité » demanda Richard. « Si je le dis, il ne se réalisera pas. » Après le repas, Richard sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai quelque chose pour toi. C'est officiel maintenant. » Camille ouvrit l'enveloppe. C'étaient les documents de la fiducie que Richard avait laissés 11 ans auparavant. Maintenant qu'elle avait 12 ans, l'argent lui appartenait légalement. « C'est plus que ce que j'imaginais, » dit Camille en regardant les chiffres. « Ton grand-père a laissé beaucoup en mourant. Valentine n'a jamais pu toucher cet argent car il était protégé à ton nom. Qu'est-ce que je fais avec autant? Ce que tu veux, c'est ta décision. » Camille réfléchit un instant, puis elle regarda ses parents. « Je veux en faire don. » En faire don, Marguerite semblait surprise. À des familles comme la nôtre, des mères qui ont perdu leurs enfants à cause de personnes puissantes, des pères qui ont été injustement enfermés. Je veux les aider. Richard sentit sa poitrine se gonfler de fierté. Es-tu sûr? C'est beaucoup d'argent. L'argent ne me rendra pas les 11 ans que nous avons perdus. Mais il peut aider d'autres à ne pas perdre les leurs. Marguerite serra sa fille dans ses bras. Comment es-tu devenue si sage? J'ai eu une bonne maîtresse, répondit Camille. Une qui m'a appris que l'amour est plus important que n'importe quelle fortune. Cette nuit-là, pendant que Camille dormait, Marguerite et Richard parlèrent de l'avenir. Je n'aurais jamais imaginé que nous finirions ainsi, dit Marguerite. Ensemble, libres, avec notre fille. Moi non plus. Il y a eu des moments dans cette clinique où j'ai cru que je mourrais sans jamais les revoir. Qu'est-ce qui t'a gardé sain d'esprit? Vous. L'espoir qu'un jour tout cela se terminerait et que je pourrais les serrer dans mes bras à nouveau. Ils restèrent en silence à regarder les étoiles depuis le jardin. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, l'avenir ne semblait pas une menace. Il semblait une promesse. Mais la paix ne dura pas longtemps. Un matin, 3 semaines après l'anniversaire de Camille, Marguerite reçut une visite inattendue. C'était une femme d'une trentaine d'années aux cheveux foncés et aux yeux qui semblaient garder 1000 secrets. « Marguerite Dubois? Oui, c'est moi. Mon nom est Lucie Gauthier. Je suis la fille du sénateur Henri Gauthier. » Marguerite sentit son cœur s'accélérer. « Que voulez-vous? Juste parler. » Marguerite la laissa entrer avec prudence. Elles s'assirent dans le salon se regardant avec une méfiance mutuelle. « Je sais ce que mon père a fait, » commença Lucie. « Je sais qu'il faisait partie du réseau qui a ruiné votre vie et je veux que vous sachiez que je n'en avais aucune idée. Et pourquoi me dites-vous cela? Parce que j'ai trouvé quelque chose que mon père a caché pendant des années et que je crois que vous devriez voir. » Lucie sortit un dossier de son sac et le posa sur la table. Ce sont des documents sur des adoptions illégales. Mon père en a facilité des dizaines au cours des 2 dernières décennies. Des enfants qui ont été arrachés à leur mère biologique et vendus à des familles riches. Marguerite sentit des nausées. Camille est l'une d'elles? Pas exactement. Son cas était différent car Valentine n'a pas payé pour elle, elle s'est simplement approprié l'enfant. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres, des enfants qui ne connaissent toujours pas la vérité sur leurs origines. Pourquoi m'apportez-vous cela? Parce que vous savez ce que l'on ressent, parce que vous avez vécu ce que ces mères ont vécu, et parce que je crois qu'ensemble nous pouvons faire quelque chose. Marguerite regarda les documents. Il y avait des noms, des dates, des photographies, des dizaines de familles détruites par la cupidité d'hommes puissants. Que proposez-vous? Je propose que nous portions cela devant les autorités, que nous ouvrions une enquête, que nous réunissions ces familles. Et qu'est-ce que vous y gagnez? Lucie la regarda avec des yeux humides. La rédemption. Mon père a détruit des vies. Je ne peux pas changer cela, mais je peux essayer de réparer une partie du mal. C'était une offre risquée, mais Marguerite avait appris que les causes justes valaient toujours le risque. D'accord, je le ferai. L'enquête sur les adoptions illégales prit des mois. Marguerite et Lucie travaillèrent avec le procureur Lefebvre, examinant chaque document, interrogeant des témoins, recherchant des familles séparées. Ce qu'elles découvrirent fut dévastateur. Au cours des 20 dernières années, plus de 40 enfants avaient été illégalement séparés de leur mère biologique. Certains furent vendus à des familles étrangères, d'autres furent donnés à des couples locaux qui payèrent des fortunes pour eux, et d'autres disparurent simplement. Le réseau impliquait des médecins, des avocats, des juges et des politiciens. C'était bien plus grand que ce que Valentine ou le sénateur Gauthier avaient révélé. « C'est une épidémie », dit Lefebvre quand il vit le rapport complet.
Et cela se passe sous notre nez depuis des décennies. Que pouvons-nous faire? Demanda Marguerite. Porter cela devant la justice, ouvrir des dossiers individuels, essayer de réunir les familles qui peuvent encore l'être. Et ceux qui ne peuvent plus l'être, les enfants qui ont été envoyés à l'étranger ou qui sont déjà adultes, pour eux c'est plus compliqué, mais au moins ils peuvent connaître la vérité sur leurs origines. Camille, qui avait suivi l'enquête de près, prit une décision. « Je veux aider, dit-elle. Je veux utiliser l'argent de la fiducie pour créer une fondation, une qui aide les familles à se réunir, qui paie les frais de justice, qui offre un soutien psychologique. » Marguerite et Richard échangèrent des regards. « C'est beaucoup de travail, dit Richard, et beaucoup de responsabilités. Je sais, mais c'est la bonne chose à faire. La Fondation Camille naquit 3 mois plus tard. Sa mission, aider les victimes d'adoptions illégales et de trafic d'enfants à trouver la vérité et, lorsque c'était possible, à retrouver leur famille biologique. Au cours de sa première année, la Fondation a aidé à réunir 12 familles, 12 mères qui ont de nouveau serré dans leurs bras des enfants qu'elles croyaient perdus pour toujours. 12 histoires de douleur qui ont finalement trouvé quelque chose qui ressemblait à une fin heureuse. Le 2e anniversaire de la Fondation coïncida avec une date spéciale, le jour où la Cour a finalement clôturé toutes les affaires liées au réseau de corruption de Valentine et du sénateur Gauthier. Au total, 27 personnes furent condamnées. Juges, politiciens, hommes d'affaires, avocats, tous tombèrent les uns après les autres comme des dominos. Le juge Aurélien Leclerc reçut une peine de 35 ans. Il ne remettrait plus jamais les pieds dans un tribunal, sauf en tant qu'accusé. Le sénateur Gauthier mourut en prison d'une crise cardiaque avant la fin de son procès. Certains dirent que c'était le karma, d'autres dirent qu'il l'avait mérité, et Valentine Chevalier continua à purger sa peine en silence. Elle ne demanda pas d'appel, ne donna pas d'interview, elle disparut simplement de la vue du public comme si elle n'avait jamais existé. Marguerite assista à l'audience finale où les sentences furent lues. Quand tout fut terminé, la juge Roussel l'appela à son bureau. « Je voulais vous féliciter personnellement, » dit la juge. « Ce que vous et votre famille avez accompli est extraordinaire. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Vous avez fait bien plus que cela. Vous avez exposé un système corrompu qui fonctionnait depuis des décennies. Vous avez sauvé des familles qui n'auraient jamais trouvé justice seules. Vous avez créé une fondation qui change des vies. Ma fille mérite le crédit. C'était son idée. Camille est une enfant exceptionnelle. Mais elle a eu une mère exceptionnelle qui lui a enseigné la valeur de la justice et de la compassion. » Marguerite sentit ses yeux se remplir de larmes. « Il y a eu des moments où j'ai cru que je ne sortirais jamais de cette maison, que je mourrais en tant que cuisinière de la femme qui m'a tout volé. Mais vous n'êtes pas morte. Vous avez survécu et vous êtes maintenant ici, libre avec votre fille, faisant une différence dans le monde. » La juge lui tendit la main. « Ce fut un honneur de vous rencontrer, Madame Dubois. » Marguerite accepta le geste. « L'honneur est le mien, votre honneur. » La vie continua. Camille grandit, entra au lycée, se fit des amis, découvrit des passions, elle continuait à faire des cauchemars occasionnels, mais ils étaient de moins en moins fréquents. Richard et Marguerite ne se marièrent jamais officiellement. Ils n'en avaient pas besoin. Ce qu'ils avaient était plus fort que n'importe quel papier. La fondation continua de grandir. En 5 ans, elle a aidé plus de 100 familles. Le nom de Camille devint synonyme d'espoir pour ceux qui avaient tout perdu. Mais il y avait une chose que Camille n'avait jamais faite. Une conversation qu'elle n'avait jamais eue. Le jour de ses 18 ans, elle prit une décision. « Je veux rendre visite à Valentine », dit-elle à ses parents. Marguerite et Richard se regardèrent avec inquiétude. « Pourquoi ?» demanda Marguerite. « Parce que j'ai besoin de clore ce chapitre. J'ai besoin de la voir une dernière fois et de lui dire ce que je n'ai jamais pu lui dire quand j'étais enfant. Es-tu sûr ? Oui, c'est quelque chose que je dois faire pour moi-même. » Richard hocha lentement la tête. « Nous t'accompagnerons jusqu'à la prison, mais la conversation est la tienne. » Camille se rendit à la maison d'arrêt pour femmes où Valentine purgeait sa peine. Elle y était depuis 6 ans. Il lui restait au moins 6 autres années avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. La salle de visite était la même où elles avaient parlé il y a des années, quand Camille avait 11 ans et avait offert sa fiducie en échange de la paix. Valentine entra, escortée par 2 gardes. Elle avait l'air vieille, fatiguée, vaincue. Le temps en prison n'avait pas été tendre avec elle. « Camille, » dit-elle d'une voix râpeuse, « je ne m'attendais plus à te voir. Moi non plus je ne m'attendais à venir, mais me voilà. » Elles s'assirent l'une en face de l'autre. Le silence était lourd. « Pourquoi es-tu venue ?» demanda Valentine. « Pour te dire quelque chose que je garde depuis des années. » Camille inspira profondément avant de parler. « Pendant des années, je t'ai détesté. Je t'ai détesté pour ce que tu as fait à ma maman. Je t'ai détesté pour avoir enfermé mon papa. Je t'ai détesté pour m'avoir menti toute ma vie. » Valentine ne répondit pas, elle écoutait simplement. « Mais la haine est lourde et je suis fatigué de la porter. Alors je suis venu la laisser ici avec toi, là où elle appartient. Tu es venu me pardonner ? Non, je ne suis pas venu te pardonner. Ce que tu as fait n'a pas de pardon. Tu as détruit des vies.
Tu as séparé des familles, tu as utilisé des gens comme s'ils étaient des objets. Alors, quoi? Je suis venu me libérer, te dire que tu n'as plus de pouvoir sur moi, que ton nom ne me provoque plus de peur ni de rage, que quand je pense à toi, je ne ressens rien. Valentine baissa le regard. Rien n'est pire que la haine. Peut être, mais c'est le mieux que je puisse t'offrir. Il y eut un autre long silence. Comment va ta mère? Demanda Valentine finalement. Bien, heureuse, elle a la vie qu'elle a toujours méritée. Et Richard? Aussi, nous travaillons ensemble à la fondation. J'ai entendu parler de ça. La fondation Camille. Vous aidez les familles séparées. Oui, c'est ironique. J'ai séparé des familles. Tu les réunis. Ce n'est pas de l'ironie, c'est de la justice. Valentine hocha lentement la tête. Je suppose que je le mérite. Camille se leva. Il y a autre chose que je veux te dire. Quelque chose que je ne t'ai jamais dit quand j'étais enfant. Quoi? Merci. Valentine la regarda avec surprise. Merci? Pourquoi? Pour m'avoir montré exactement le genre de personne que je ne veux jamais être. J'ai plus appris de tes erreurs que de n'importe quel livre ou maître. Et cela, d'une manière tordue, m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Sans attendre de réponse, Camille marcha vers la porte. Adieu, Valentine. Je ne reviendrai pas. Elle sortit sans regarder en arrière et quand elle franchit les portes de la prison, elle sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Elle était enfin libre. Les années suivantes furent douces pour la famille Dubois-Chevalier. Camille étudia le droit, inspirée par le procureur Lefebvre et la juge Roussel. Elle se spécialisa dans les cas de droit de la famille et des mineurs. À 25 ans, elle était l'une des avocates les plus respectées dans son domaine. La fondation qu'elle avait créée enfant devint une organisation internationale. Elle opérait dans 7 pays et avait aidé plus de 1000 familles à se réunir. Richard, les cheveux désormais entièrement gris, se consacra à plein temps à la fondation. Il trouva dans ce travail le but qu'il avait perdu quand il avait été enfermé dans cette clinique. Et Marguerite, la cuisinière qui avait tout perdu, trouva enfin la paix qu'elle avait toujours méritée. Un jour, alors qu'elle préparait le dîner dans la cuisine de sa maison, une cuisine à elle, pas celle d'un domaine étranger, Camille entra avec une nouvelle. « Maman, il y a quelque chose que je veux te raconter. » « Qu'est-ce qui se passe? On m'a offert un poste à la Cour pénale internationale en tant que conseillère pour les cas de trafic d'enfants. » Marguerite laissa tomber la cuillère qu'elle tenait. « La Cour internationale de La Haye? Oui, maman, c'est incroyable. Je sais, mais ça signifie partir loin de toi, de papa, de tout ce que nous avons construit ici. » Marguerite s'approcha de sa fille et lui prit les mains. « Écoute-moi bien, j'ai passé 12 ans de ma vie sans pouvoir être avec toi, sans pouvoir te serrer dans mes bras, sans pouvoir te dire la vérité, sans pouvoir être ta mère. Si j'ai appris quelque chose pendant ces années, c'est que l'amour ne dépend pas de la distance. Alors, tu crois que je dois y aller? Je crois que tu dois faire ce que ton cœur te dit. Et si ton cœur te dit d'aller à La Haye pour changer le monde, alors vas-y. Nous serons ici à t'attendre, fiers de chaque pas que tu feras. » Camille serra sa mère fort. « Merci, maman, pour tout. Ne me remercie pas. Promets-moi juste une chose. » « Quoi? Que tu n'oublieras jamais d'où tu viens, que tu n'oublieras jamais la fillette qui est entrée en courant dans un tribunal pour sauver une cuisinière innocente. Je n'oublierai jamais. Cette fillette m'a fait devenir qui je suis. » Le jour où Camille partit pour La Haye, toute la famille se rendit à l'aéroport pour la saluer. Richard lui fit un long câlin silencieux. Il n'avait pas besoin de mots. Tout ce qu'il ressentait était dans cette étreinte. Marguerite lui remit un petit paquet enveloppé dans du papier de soie. « Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le quand tu arriveras. » Camille rangea le paquet dans son sac et serra sa mère dans ses bras une dernière fois. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Camille passa la sécurité. Elle se retourna une dernière fois pour dire au revoir de la main et disparut vers la porte d'embarquement. Marguerite et Richard restèrent à regarder l'avion jusqu'à ce qu'il décolle et disparaisse dans les nuages. « Crois-tu qu'elle ira bien ?» demanda Richard. « Je sais qu'elle ira bien. C'est la femme la plus forte que je connaisse. Elle te ressemble. Elle nous ressemble. » Ils rentrèrent chez eux en silence, chacun perdu dans ses pensées. La maison semblait vide sans Camille. Mais ce n'était pas un vide triste. C'était le vide naturel des enfants qui grandissent et trouvent leur propre chemin. Cette nuit-là, alors que Marguerite regardait les étoiles depuis le jardin, elle reçut un message de Camille. « Bien arrivé, j'ai ouvert le paquet, j'ai pleuré. Je t'aime, maman. » À l'intérieur du paquet, il y avait une photographie. Elle était vieille, froissée, presque effacée par le temps. Elle montrait une jeune femme tenant un nouveau-né. Au dos de la photo, d'une écriture tremblante, Marguerite avait écrit « Mon premier jour en tant que mère, le jour le plus heureux de ma vie. » C'était la seule photo que Marguerite avait réussi à conserver de ses premiers jours. Elle l'avait cachée pendant 12 ans sans que Valentine le sache, et maintenant, elle était enfin là où elle devait être, entre les mains de sa fille. 10 ans plus tard, Camille retourna dans son pays pour recevoir une reconnaissance spéciale.
le prix national des droits de l'homme, décerné pour son travail dans la lutte contre le trafic d'enfants. La cérémonie eut lieu dans le même tribunal où 21 ans auparavant, une fillette de 11 ans était entrée en courant pour sauver une cuisinière innocente. Marguerite et Richard étaient au premier rang, les cheveux grisonnants et le visage ridé, mais les yeux brillants de fierté. Quand Camille monta à l'estrade pour recevoir le prix, elle regarda ses parents et sourit. « Cette reconnaissance n'est pas la mienne », commença son discours. « Elle appartient à toutes les familles qui ont été séparées par la cupidité et la cruauté de ceux qui avaient le pouvoir. Elle appartient aux mères qui ont pleuré des enfants qui leur ont été arrachés. Elle appartient aux pères qui ont été réduits au silence. Elle appartient aux enfants qui ont grandi sans connaître la vérité sur leurs origines. » Elle fit une pause, retenant ses larmes, mais surtout, ce prix est pour une femme qui m'a appris le vrai sens de l'amour. Une femme qui a passé 12 ans comme domestique dans sa propre maison, juste pour pouvoir me voir grandir. Une femme qui a supporté les humiliations, les injustices et la douleur sans jamais perdre espoir. Cette femme est assise ici aujourd'hui, et je veux que le monde sache son nom. Marguerite Dubois, ma mère, mon héroïne. Le public applaudit debout. Marguerite pleurait sans pouvoir se contenir. Richard la tenait, lui aussi les larmes aux yeux. Camille descendit de l'estrade et marcha vers eux. Elle les serra dans ses bras devant des centaines de personnes, sans se soucier des flashs des caméras, ni des murmures des journalistes. « Nous y sommes parvenus, maman », murmura-t-elle. « Après tout, nous y sommes parvenus. » Marguerite la regarda avec tout l'amour qu'elle avait gardé pendant plus de 3 décennies. « Non, ma fille, tu y es parvenue. Je n'étais que ta cuisinière. » Camille rit à travers ses larmes. La meilleure cuisinière du monde. Cette nuit-là, pendant que la famille dînait ensemble dans la petite maison qui avait été leur foyer pendant tant d'années, Marguerite pensa à tout ce qu'ils avaient traversé. La douleur, les mensonges, l'injustice, mais aussi l'amour, le courage et la vérité. Et elle sut avec une certitude absolue que chaque moment de souffrance en avait valu la peine, car au bout du chemin le plus sombre, elle avait trouvé la lumière. Une semaine plus tard, Marguerite reçut une lettre. L'expéditeur était la prison pour femmes où Valentine purgeait sa peine. À l'intérieur, il y avait une seule feuille avec une seule ligne écrite d'une écriture tremblante. « Merci d'avoir élevé Camille de la manière dont je n'ai jamais pu. V. » Marguerite lut la lettre en silence, puis la plia, la rangea dans un tiroir et n'en parla plus jamais. Certaines histoires n'ont pas besoin de réponse. Elles ont juste besoin de se terminer.